La liberté, c'est de pouvoir se passer des autres quand c'est nécessaire et de pouvoir aller vers les autres quand on en a envie. La plupart de mes personnages essayent de trouver une forme de liberté. Si l'Argo avait voulu être libre, il n'aurait pas accepté l'héritage du groupe W, donc il a choisi, lui, de ne pas être libre. On essaye toujours de sortir un bouquin par an pour avoir une espèce de rendez-vous avec le lecteur. Et puis toujours le scénario 6 mois à l'avance avec Jean. C'est la toute première année qu'il a pris du retard en fait sur l'écriture. Et donc je me retrouve dans une position pas habituelle, en attente de scénario. Et je me demande à quelle sauce je vais être mangé cette année. Le début de cette histoire-là se passera à Saint-Tropez. Mais j'en sais pas plus, c'est-à-dire que la grosse découverte, ça va être la lecture du scénario. Il réécrit au moins 3 fois le scénario. Un premier jet qui doit faire une centaine de pages. Après, il réécrit, au moment des dialogues surtout, il se rend compte que ça prend plus de place que prévu. Il le réécrit une seconde fois où l'histoire fait en moyenne entre 70 et 80 pages. Et puis il refait une version définitive qui tient dans 46 pages, le format bande dessinée classique. Bon, mais le point de départ de la nouvelle histoire de l'Argo, en fait, trouve son origine dans un passé relativement récent, où notre ami l'Argo avait besoin d'aide pour faire échapper Simon Vronaz, son ami, qui était enfermé dans une forteresse birmane. Tout ce qu'il a trouvé comme moyen de se faire aider, c'est d'aller voir le représentant d'une triade, avec un mot de passe qui lui avait été à son tour donné par un Chinois dont il avait sauvé la vie encore quelques années avant au Tibet. Et le mot de passe, c'est « Je cherche ce que voient les 3 yeux des gardiens du Tao ». Le responsable de cette triade, le Kwon Lan, comme on dit, a dit « D'accord, je vous aide, mais vous serez à votre tour en dette à notre égard. » Et un jour, dans 6 mois, dans 10 ans, dans 40 ans peut-être, un homme de ma race viendra vous trouver et vous rappellera les 3 yeux des gardiens du Tao. Quand il s'agissait de faire une nouvelle histoire de l'Argo,
l'argot essaie toujours de suivre sur le plan économique une certaine actualité. L'histoire qui vient de se terminer, qui vient de sortir, concernait les délocalisations suite à la mondialisation, donc des fermetures d'entreprises, des gens mis à la porte. C'était tout à fait dans l'air du temps. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus dans l'air du temps? De quoi parle-t-on le plus dans les magazines économiques? C'est la Chine. Donc il fallait faire quelque chose avec la Chine, et par la même occasion, la Chine me donnait la possibilité de faire le retour de manivelle vis-à-vis de cette triade, plutôt de la triade vis-à-vis de l'argot. Donc quelqu'un va le trouver en lui disant « je cherche ce que voient les trois yeux des gardiens du Tao » et l'argot devra lui obéir. Donc je suis un petit peu accuyant. Mais comme notre ami Philippe Franck, ayant terminé son bouquin précédent, a quand même besoin d'être alimenté, et que pour la première fois de ma vie, je suis en retard à son égard, je vais quand même envoyer déjà 16 pages, mais qui ne se passent pas du tout à Hong Kong. Je lui ai envoyé 16 pages de scénario qui se passent un petit peu à New York, une petite page à Pékin, un petit peu à l'île de Sarjevan, qui est l'endroit où l'argot aime bien se réfugier une fois par an, et le résultat à Saint-Tropez. On a un petit bout de repérage à faire à Saint-Tropez. Donc ça va me permettre de préparer ça avant le voyage à Hong Kong. J'ai déjà de la documentation sur l'hôtel que je vais devoir dessiner, qui est le Byblos de Saint-Tropez. Mais ce que je ne savais pas jusqu'il y a quelques jours, c'est qu'il y avait une poursuite de voitures dans les rues de Saint-Tropez. Donc j'ai dit à Jean, c'est de la science-fiction, vu la circulation qu'il y a à Saint-Tropez en été. Et non, là on va faire quelques prises de vue, des photos des rues pour voir ce qui est intéressant de montrer, de faire une 200, 300 photos. Faire des repérages, c'est important parce que ça permet de bien visualiser après l'environnement géographique dans lequel se déroule l'histoire. Et si je veux tricher avec la réalité, je saurai en connaissance de cause à quel niveau je vais tricher. Ce que j'aime bien dans les perspectives, c'est quand elles sont écrasées. Pour parler techniquement, je préfère faire des angles de vue au 200 mm plutôt qu'au 35. Ça permet de dessiner des buildings qui sont très éloignés, très grands, et avoir un parallélisme des lignes de fuite. Ça rend l'image grandiose. Elle me plaît bien, cette jetée. Parce que pour une fois, j'aurais pas trop à tricher avec la réalité. Et alors, ce qui est génial, c'est le petit panneau vitesse limitée à 3 nœuds. Ça s'adresse au bateau, évidemment, mais ça fera un petit clin d'œil. Donc, j'ai trouvé mon prétexte économique. L'argot doit aller à Hong Kong signer un protocole d'accord avec un particulier, c'est-à-dire un milliardaire, puisque maintenant il y a des milliardaires en Chine. Avec un milliardaire, il doit signer un protocole d'accord pour une joint venture, pour faire je dirais, une succursale de la division aéronautique Winch, et pour produire des avions d'affaires pour la Chine. Voilà. J'ai mis le piège au point. Le piège, bien entendu, va lui être tendu par le fameux milliardaire avec qui il devrait faire affaire. Et ce que je n'ai pas encore trouvé, c'est vous montrer qu'on n'arrive pas du premier coup à une histoire structurée. Ce que je n'ai pas encore trouvé, c'est qu'est-ce que, ayant fait tomber dans le piège, donc est en mesure de le faire chanter, qu'est-ce que ce milliardaire va exiger de lui. Et ça doit être quelque chose que l'argot ne peut pas accepter. Parce que sinon, il sort, il le donne et l'affaire est finie. Et ça, je n'ai pas encore trouvé.
Ça ne doit pas être un meurtre, ça ne doit pas être des choses comme ça doit être quelque chose d'économique. Et, ah oui, bah oui, puisqu'on est quand même dans une histoire économique. Ce serait assez idiot que ce milliardaire qui a tous les tueurs chinois à sa disposition, c'est pour assassiner quelqu'un, je veux dire, il n'a pas besoin de l'argot. Non, c'est quelque chose que l'argot seul peut lui donner, et quelque chose que l'argot ne peut pas accepter. Mais soyons honnêtes, dans cette histoire-ci, les trois yeux, je crois que le piège, l'histoire sera moins... L'intrigue même n'est pas une intrigue économique. Ce sera une intrigue plus ou moins d'aventure, d'espionnage ou de choses comme ça, l'économique n'étant qu'en toile de fond. Contrairement à l'histoire précédente, le prix de l'argent, la loi du dollar, où c'était l'intrigue même qui avait une base financière, disons. Et donc c'est différent. Ici, ce sera plus l'homme de Rio que Wall Street. Voilà. Il faut changer de temps en temps. Et en plus, je voudrais une histoire qui se termine mal. Et pourquoi? Parce qu'après 14 albums, j'en ai un peu assez de ce héros où ça se termine toujours bien. Et donc on croit qu'il s'en tire comme une fleur et il ne fait qu'augmenter sa petite tirelire. Non, j'ai envie d'une histoire qui finisse mal. Je veux dire que on va pas lui crever un œil, on va pas faire mourir son meilleur ami. Non, mais qui finisse mal sur le plan économique, où il va perdre. Ça me paraît assez nécessaire. C'est nécessaire parce que ça fait 15 ans qu'il gagne. À un moment, je trouve qu'il doit perdre. Ça va le rendre plus attachant. Bonjour. Bien. Vous allez bien? Ça va. Je viens cette fois-ci chercher d'abord une 4L. Une 4L. Je sais que j'en ai besoin. Ça existe un petit comme ça ou ça existe un Alors, le plus grand possible. Le plus grand possible. Et alors, Oui. une voiture de sport décapotable ou un modèle décapotable? Il y a une voiture de sport et il y a une 4L. Voilà, donc je vais me mettre en chasse, essayer de trouver une maquette de 4L. Et bon, la voiture de sport, je n'ai pas encore le modèle que je vais choisir. J'ai mon petit magasin habituel où je vais fouiller, chiner pour essayer de découvrir la voiture, l'hélicoptère, l'avion adéquat. À l'aéroport grand, hein, C'est génial. une 4L. Parfait. Celle-là est typique, mais il n'existe plus que cette Ça, c'est version. pas À pour- moins de la dépouiller. Ça, c'est pas pour dessiner, c'est Ah, pour mon d'accord. plaisir personnel. J'aime bien ces petites voitures. Bon, ben, je vous prends ces trois-là. Je me déciderai plus tard. Oui. Je sais pas encore laquelle des trois je vais dessiner. Je vais un peu les inspecter. Voilà. Pékin, ministère de l'Administration générale de l'aviation civile.
Votre dossier semble correspondre point par point à la directive DVT5 du plan, Monsieur Bellecourt. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous signerez le protocole d'accord avec la Tsai Industry Corporation dans 10 jours en Hong Kong, en présence de Monsieur Lee. Venise, je connaissais bien, donc j'ai pu écrire le scénario avant, en fonction des lieux que je connaissais. Et on est simplement allé sur les lieux de l'action où il a pris les photos. Donc il y avait un vrai plan. Enfin, ici, je connais mal Hong Kong. Il y a certainement des endroits de Hong Kong qui vont m'inspirer pour une séquence, pour un rebondissement. Donc ici, je suis moi-même en repérage pour le scénario, alors que lui est en repérage pour le moment où il aura reçu le scénario. Donc on va peut-être s'en mêler les pinceaux, on verra bien, mais j'espère que ça fera une bonne histoire quand même. On travaille sur une série qui est contemporaine, c'est-à-dire qu'on est en prise directe avec la réalité, c'est pas comme si on travaillait sur une série qui se passe dans le passé ou dans le futur. C'est le décor naturel qui va donner de la crédibilité aux actions des personnages dans l'histoire. C'est pour ça qu'il faut coller à cette réalité. Et je crois que si on n'y a pas été, si on se contente de regarder un reportage à la télévision, si on n'a pas arpenté les rues, si on n'a pas monté les escaliers, les avoir descendus, je pense que le résultat sur le travail dans l'atelier après est différent. C'est évidemment beaucoup d'énergie dépensée, mais au final, je crois que c'est payant. Il faut s'être repérer des endroits où en fait il y a une certaine hauteur, où les méchants pourront être basculés par au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de place pour se battre, hein, dans ce petit machin. Il n'y a pas beaucoup de place, ça se fait, mais surtout que ça se fait en descendant, quand l'escalator monte. Donc ça ajoute évidemment, donc on bouscule tous les gens qui montent, ça te fera du boulot, mais ça peut être amusant. On prendra l'escalator quand il est descendant, bien entendu. Les poursuites vont se faire dans les descentes, les bagarres se feront sur les terrains plats. Bah oui, parce que se bagarrer, là, c'est peut-être pas très facile. Et à certains endroits, il y a un ou l'autre méchant qui va basculer, tomber sur le toit d'un autobus ou s'écraser dans le bain. C'est un peu ça qu'on discutait. Et c'est vrai qu'il y aura une large part d'interprétation du dessinateur. Ça peut durer 1 page et demie, 2 pages, 3 pages, ça je ne sais pas encore. Donc c'est pour ça qu'il prend plein de photos, parce que lui va devoir faire l'interprétation. Vu que le dialogue est assez réduit dans ce genre de choses, ce sont des pages assez reposantes pour moi. Tu vois la petite porte là? Ça pourrait être important, la petite porte. Bon, eh bien, c'est ici qu'au début, ou presque au début du 2e épisode, aussi bien l'Argo que le lecteur a la surprise. Là, il s'y attend pas du tout, le lecteur non plus. Et le choc. Bon, bien entendu, on fera comme si on était sur une terrasse tout à fait supérieure, donc on supprime tu supprimes cette colonne, bref, on triche comme d'habitude. Mais ça vaut le coup d'œil, non?
Oui, c'est Venise x 10 ici. Je t'ai apporté quelques photos. Est-ce qu'elles sont... Bon. Il faudra quand même rappeler quelques bases du taoïsme. Donc ça c'est... Oui, c'est le yin et le yang donc, hein, dont Hergé s'est servi pour faire le signe de kiosque, je sais pas pourquoi. Et ça c'est le genre de truc qu'on va trouver chez Tsai Yuan. Voilà. Ça, c'est le terrible général, le terrible général du ciel, Wang Lingguan, qui est le gardien du Tao en fait. Et tu vois son troisième œil qui est... Oui, mais c'est l'œil hindou, le troisième œil. Oui, mais c'est un vrai œil, c'est pas un simple point. C'est l'œil, ça c'est l'œil pour surveiller les intrus, et ça c'est l'œil pour sonder les âmes. D'accord. C'est ce qui m'avait manqué quand j'avais été à San Francisco. C'est-à-dire? Et on avait une scène avec une barge ou un bateau dans lequel l'Argo s'était réfugié au pied du Golden Gate. Et j'ai eu la mauvaise idée de ne pas faire un tour en bateau dans la baie de San Francisco. Ça aurait été intéressant. J'ai été photographier les barges à 7. Je ne crois pas que ça ait choqué dans l'histoire, mais non, mais ce qu'il y a de gai quand on est sur place, c'est pas seulement les photos, parce que ça tu peux trouver dans un album, etc. C'est sentir l'atmosphère, ce qui permet de donner plus de vérité, plus de crédibilité au dessin que tu fais, même si le lecteur ne s'en rend pas compte. Inconsciemment, inconsciemment, tu vas dessiner des choses que tu n'aurais pas cadrées de cette manière-là. C'est ça la bande dessinée moderne. Repérage et authenticité. C'est bizarre qu'Hong Kong, dans l'imaginaire des gens, fait plus penser à l'ancienne piraterie qu'à quelque chose d'urbain. Si on dit New York, si on dit Londres, si on dit Paris, on pense urbain. Hong Kong, on pense un petit peu aventure, piraterie, trafic. On pense trafic, on pense triade, on pense société secrète, on pense les mystérieux chinois. Donc Hong Kong a cette forme d'avantage d'exciter un imaginaire différent d'un nom de ville plus classique. Mais c'est un petit peu comme quand on était gamin, on vous disait Bagdad et on pensait aux mille et une nuits. Maintenant, si on dit Bagdad, on pense malheureusement plus aux mille et une nuits. Donc Bagdad est en train de disparaître de l'imaginaire romantique. Hong Kong reste. Je crois qu'il se passe beaucoup de choses à l'ombre de ces grandes tours. Je crois qu'il reste quelque chose auquel nous n'avons pas accès et nous allons faire semblant dans l'histoire d'y accéder.
Good evening. À l'époque, je faisais déjà un amateur de la bande dessinée depuis 5-6 ans. Je travaillais pour une multinationale. Et l'éditeur pour lequel je travaillais, occasionnellement, voulait évidemment percer, comme beaucoup d'éditeurs, le marché anglo-saxon, le marché américain. À l'époque, Greg, le fameux Greg, le scénariste bien connu, était rédacteur en chef du journal Tintin. Il avait une idée simple, c'était de faire par 2 scénaristes belges ou français une histoire avec des dessinateurs américains, ce qui aurait permis, et pensait-il, de pénétrer le marché américain. Bref, lui étant l'un des 2 scénaristes parce qu'il parlait anglais, moi étant l'autre parce que j'étais probablement le seul scénariste sur le marché qui parlait anglais. On se trimballe à New York, les dessinateurs sont choisis, je devais le rencontrer. Le mien, qui s'appelait John Prentice, c'est le gars qui a repris Rip Kirby d'Alex Raymond, figure mythique dans les comics américains. Je devais le rencontrer le lendemain. J'avais toujours pas d'idée, pas de sujet, pas de personnage, parce qu'à l'époque c'était pour un journal, donc il fallait ce qu'on appelle un héros récurrent, qui est un métier ou une occupation qui lui attire des ennuis. Tout était pris, pilote de course, reporter, journaliste, détective privé. Et bon, je suis dans un restaurant de la 6e avenue avec Greg, et puis on bavarde, on parle de choses et d'autres. Je suppose que l'un de nous a dit « j'aimerais bien être riche plus tard », et l'autre a sorti une connerie du genre « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et je me suis dit « bingo, ça c'est l'idée, un type très riche, ça a plein de problèmes, on l'enlève ses enfants, on le fait chanter. Et l'Argoinch est né comme ça. Et puis le temps a passé, quelques années plus tard, je démissionne, et mon ambition n'était pas du tout de faire de la bande dessinée, c'était d'écrire un best-seller en roman tous les 3 ans, et rien foutre entre les deux. Bon, je démissionne, j'écris, et quelle idée de roman, encore une fois, je prends l'idée de la série, et je reprends le personnage de l'Argoinch en roman. J'envoie ça à quelques éditeurs, il y en a qui acceptent, je saute sur le premier qui accepte évidemment, je signe des 2 pieds. Et bon, l'Argoinch vit quelques aventures sous forme de roman. Au bout de 6 romans, j'ai arrêté, le temps a encore passé, et je reçois un jour un coup de fil d'un jeune freluquet qui me dit « J'aime beaucoup ce que vous faites, entrée en matière originale. Est-ce que vous n'auriez pas un petit peu de temps libre pour me faire du scénario ?» Et là, je passe la parole au freluquet qui se trouve à ma gauche pour qu'il poursuive l'histoire. Mais j'avais pas du tout pensé à Jean, parce que pour moi, c'était quelqu'un de tellement important, mythique, que je n'avais même pas imaginé l'appeler. Donc j'ai pris les scénaristes plus jeunes et plus... En fait, tu les as pris par ordre alphabétique. Non, mais on en a discuté, j'en ai discuté avec Françoise. Et après 45 refus, il est arrivé à la lettre V. Non, j'en ai discuté avec Françoise et je les ai même pas appelés. Et elle m'a dit, mais enfin c'est ridicule, si tu as tellement envie de travailler avec Van Hamme, pourquoi est-ce que tu ne prends pas le téléphone et tu l'appelles? Parce que moi je suis arrivé à la bande dessinée pour dessiner des grands espaces, des déserts, des jungles, des choses comme ça, des montagnes. Et Jean est parvenu à me convaincre, à me confiner dans des grandes villes, dans des mégalopoles, style New York et autres. Et ça c'était la chose vraiment qui m'angoissait le plus. Et cette angoisse a disparu à la lecture du bouquin, parce que c'était tellement haletant. Il y a ce genre de bouquin qu'on commence et qu'on ne lâche plus avant la fin. Donc j'ai lu ça en, je ne vais pas dire une demi-journée, mais une grosse journée de lecture, un samedi. Et je me suis dit, lundi matin, je l'appelle et je lui dis que je suis partant pour me lancer dans cette aventure-là. Fin des années 80, quand on décide de l'adapter en bande dessinée, évidemment, la mode a changé. On n'est plus dans ce style de personnage un peu post-68 art qu'incarne Largo dans les romans avec des longs cheveux, parce qu'il faut... ceux qui ont lu les romans s'en seront aperçus, c'est un personnage qui a plutôt une allure de gitan. Il ressemble plus à Torgal dans les romans qu'à Largo dans les bandes dessinées. Et donc, on a un peu tout essayé parce que Jean voulait qu'il ait quelque chose de sensible dans le visage. Alors à un certain moment, on avait pensé lui mettre des lunettes. Puis c'est une idée qu'on a très vite abandonnée parce que dans les bagarres, les lunettes, ça se perd, ça se casse.
J'ai essayé des cheveux noirs, j'ai essayé des cheveux bruns. Pour finir, bon, il a tout doucement attrapé la tête qu'il a aujourd'hui. Et je me suis un petit peu inspiré de quelques acteurs de cinéma du moment. Il y a une partie de Patrick Swayze et un autre, un petit peu de Kurt Russell dans le personnage de Largo. Mais beaucoup de croquis préparatoires concernant Largo ont été détournés pour des personnages secondaires, comme Freddy Kaplan par exemple. J'avais fait des bases de dessin qui étaient destinées à Largo et qui, en y rajoutant des cheveux longs, blonds, ont servi en fait pour incarner le personnage de Freddy. Ce que je me rends compte, c'est que plus les choses vont, plus le personnage est utilisé à des fins différentes de la bande dessinée. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand on en parle, le prennent comme si c'était un personnage qui fait partie du réel. Plus ce personnage vieillit, enfin évolue au fil du temps, et plus la série se construit, plus il attrape une existence en dehors de la bande dessinée. C'est comme ça qu'on a fait, ou que Dior a fait appel à nous pour représenter la marque. Ce sont des petites choses intéressantes parce que ça sort le personnage de sa fiction habituelle et le fait vivre dans le monde réel. Il suffit de se balader dans le métro à Paris ou dans des grandes villes et quand on voit le personnage affiché sur tous les abribus, il devient aussi réel qu'un sportif de haut niveau à qui on aurait demandé le même service ou un acteur de cinéma. 10 milliards de dollars, Largo. Écrit dans un bilan, ça ne prend que 3 cm. 10 milliards. Si tu effaces le 1, il ne reste que des zéros. 10 zéros. 10 morts. 10 bouts de papier. Largo a accepté de gérer l'héritage, c'est-à-dire un groupe de multiples sociétés, avec tout ce que ça comporte d'implications dans les tractations financières que ça peut représenter. Son souci à lui, c'est que les choses se fassent proprement. Donc c'est plus un souci de justice que de liberté. Je crois que dans la série, le personnage libre, c'est Simon. Simon Ovrenas, son copain, qui est un voleur repenti, qui vit, on ne sait pas très bien comment, d'expédients, et qui lui est libre. Lui peut dire merde à tout le monde, Largo ne peut plus. Et au fil de la connaissance que je fais du personnage, puisque je fais moi-même connaissance du personnage au fur et à mesure que les histoires avancent, on s'aperçoit qu'il est de moins en moins libre. Quand je vais à Tchéco, à la recherche d'un palais de milliardaire ou d'une grosse villa, je sais que je ne vais pas découvrir ce pourquoi j'y étais, mais c'est quand même intéressant parce que ça me donne une idée de la végétation, la couleur des rochers qu'il y a dans cet endroit-là de l'île de Hong Kong. Parce qu'on est quand même dans un climat tropical, et j'étais en train de me dire, bon, la végétation, je la fais comment ? Est-ce que j'y mets des lianes? Est-ce que j'y mets des feuillages très dentelés? Est-ce que c'est ras comme végétation? Est-ce que les plages sont vraiment blanches? Mais c'est surtout la forme des rochers aussi et leur couleur. Ça me donne des possibilités d'ancrage du palais dans ces rochers que j'ai vus. En faire peut-être une espèce de forteresse aux abords un peu imprenables avec un port d'accueil. Et puis, donc ça, c'est des choses importantes parce qu'après, si je décide de tricher avec tout ça, je le ferai pas par ignorance, mais en connaissance de cause.
Cette ruelle-là, elle est parfaite. Hein. C'est là où l'argot va être amené par un serveur qui va lui filer un petit morceau de papier qui va lui donner des instructions bien précises. Et l'argot va être obligé de le suivre. Et donc c'est dans ce genre de ruelle qu'il va être amené à rencontrer quelqu'un d'important. Ah mais les voyages, c'est pas du plaisir, mais c'est du boulot. C'est-à-dire que quand je fais un repérage, après j'en reviens un peu épuisé. D'abord parce que je fais tout à pied. J'ai toujours refusé de louer une voiture ou d'avoir recours à des taxis. Sur le trajet qu'on ferait en voiture, on pourrait évidemment louper des choses intéressantes. Tant qu'il y a de la lumière, depuis le matin jusqu'au soir, je photographie. Il n'y a aucune raison de s'arrêter. Ce lobby est terriblement plus beau le soir, quand ils éteignent pratiquement toutes les lumières et que tout est dans des tons de brun et de bleu. Mais bon, malheureusement, si je prends les photos à cette heure-là, j'aurai rien sur la pellicule, je vais avoir que toute une ambiance baignée de noir plutôt que des couleurs que l'œil voit. Je ne vais pas garder la route et le front de mer avec les bateaux qui passent. Je vais surélever tout le rez-de-chaussée au 17e ou 18e étage et je mettrai des vues de Hong Kong la nuit avec les buildings illuminés au travers des vitres. Donc là encore, c'est un travail de recomposition de l'atmosphère que j'ai pu percevoir sur place. Je vais en ramener des photos qui sont à 100 000 lieues de ce que j'ai vu, mais au moment où on va faire la mise en couleur de l'album, tous ces souvenirs vont revenir et on va être très proche de la réalité à ce moment-là.
Ce milliardaire, c'est un problème. Si je mets des lunettes rondes, il fera japonais. C'est trop caricatural. On peut lui faire les mâchoires trop carrées. La barbichette, c'est bien, ça fait un peu psychorigide. J'aime bien cette barbiche. Elle commence à prendre forme. Mais ça, dès que le personnage commence à émerger du papier, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est vivant, tu ne t'en rends pas compte tant que tu n'as pas fait plein de croquis. Il faut en faire beaucoup, et il y a un moment, il y en a un qui va se détacher des autres et qui va prendre vie. Je vais commencer par la page 2, le temps de les laisser mûrir, et le jour où je tacquerai vraiment la partie Hong Kong et qui réapparaîtront, ils seront au point. Il ne faut pas se précipiter. Nous sommes dans le parc d'Egmont, qui est un petit parc en plein centre de la ville haute de Bruxelles, qui n'est pas très loin de l'endroit où j'habitais avec mon papa en centre-ville. Je venais donc souvent jouer ici et j'adorais cette statue parce que mon papa m'avait raconté l'histoire de Peter Pan, évidemment, bien avant les films de Walt Disney. Et j'adorais vraiment ces statues. Il y avait le personnage, il y avait son mythe, mais il y a aussi, c'est du pur art déco, hein, c'est du bronze. Il y avait tous ces personnages, ces petits animaux, cette fantasmagorie qui rejaillit de ces statues. Et quand, avec Philippe, on a attaqué le deuxième diptyque de Largo Winch, donc OPA Business Blues, j'avais déjà dans l'idée qu'on allait cacher un microfilm dans une statue. Et j'avais vraiment envie que, pour mon plaisir personnel, que ces statues figurent dans l'histoire. Donc j'ai demandé à Philippe de l'installer dans Central Park. Il est venu la photographier ici, bien sûr. Il l'a mise dans Central Park. Personne n'a fait de remarques à ce sujet. Et vraiment, j'adorais ce coin. Donc je me suis payé ma petite page de nostalgie.
C'est du bricolage, la bande dessinée. Je ne commence pas à travailler sur la planche définitive, on va dire, tant que je n'ai pas une idée précise de ce qu'il y aura dans chaque image, ni tant que je n'ai pas une idée précise de la grandeur des différents éléments, des personnages, des voitures. J'aime bien savoir le nombre d'images que je vais y mettre, exactement ce qu'il va y avoir dedans, exactement la place que ça va occuper. Et c'est pour ça que je crayonne tout sur des feuilles de croquis auparavant. Et bon, évidemment, souvent, ce que je crayonne est ou trop petit ou trop grand, c'est jamais à la bonne échelle. Alors après, bon, on se sert un petit peu de la photocopieuse pour agrandir et rapetissir les choses. Le papier calque pour retourner certains éléments, une voiture, un personnage, de sens. Et tout ça permet de travailler d'une manière souple. Au début, quand j'ai commencé à dessiner, je passais beaucoup de temps sur des choses essentielles, enfin que je pensais être essentielles, parce que j'ai appris à dessiner en même temps que les albums s'empilaient. Et je passe plus de temps sur le jeu des personnages maintenant. Le jeu des personnages est quelque chose qui prend pratiquement la totalité de mon énergie. Parce que on a toujours les mêmes scènes qui reviennent d'album en album, et la chose intéressante dans cet exercice, c'est de les redessiner encore une fois, mais d'une manière différente. Mais là, il est bien avec sa bouche qui cache la fumée. J'ai encore une hésitation sur le regard. Mais bon. Ça aurait été bien aussi s'il fermait les yeux complètement, sans regarder nulle part. Alors, travailler, ça veut dire essentiellement commencer par le découpage, non plus séquence par séquence, mais je dirais image par image. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends des feuilles de papier blanc. En général, je recycle les photocopies des articles de presse qui chantent mon éloge. Je suis pour le recyclage de ce genre de choses, je ne vais pas les conserver. Et j'essaye d'imaginer la première séquence et je fais, je dirais, pour le visualiser, je me fais des petits découpages. Et je dis, voilà, ça va grosso modo se passer comme ça. Là, c'est la réunion. Je note brièvement ce qui se dit. Bravo, voilà. Je note ce qui se dit. Je note ici si c'est le gros plan de Monsieur Machin, gros plan de X. Et ainsi, j'arrive au fond à avoir le découpage tel que je l'imagine, avec chaque fois la description de la scène. Ça, c'est ce qui prend, je vais dire, le plus de temps. Ça me prend, une fois que l'histoire est construite, ça me prend un petit mois pour faire ça. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, je peux parfaitement en cours
d'élaboration du processus, tout à coup me vient une idée que je n'avais pas eue avant. Ah, mais pour ça, il faut que je la replace dès le début, donc je remodifie, je barre ça, je fais autre chose, je réajuste, je dirais, mes séquences. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'envoie toujours mon scénario en une seule fois au dessinateur, parce que ça me permet de rectifier parfois certaines choses au début, parce que j'ai trouvé une meilleure fin. J'aime pas trop les pages où il y a très peu de texte. Bizarrement, je suis dessinateur, en principe, je devrais être content d'avoir plus de place pour le dessin. Mais c'est toujours pour une question d'existence des personnages. Ils sont plus vivants avec du texte. C'est quand même ce qu'on lit en premier, quand on ouvre un album, qu'on lit une page. Le regard va toujours d'abord vers le texte, regarde ensuite le dessin, mais d'un coup d'œil assez furtif pour passer à l'image suivante. Donc il faut que le texte soit écrit d'une manière, comment dire, lisible, régulière. Moi j'aime bien le faire à la main. On a quand même ces petites imperfections qui font que le texte a un charme. Il est moins, comment dire, il est moins froid. Je connais certains dessinateurs qui travaillent à la couleur directe. Il n'y a aucun texte dans la page originale. Ça se fait après. C'est très bizarre, parce qu'on a des pages très silencieuses. Et moi j'aime bien que la page que je finis, que je suis en train de finir, ressemble à ce qu'il va y avoir dans le bouquin après. Parce qu'un personnage sans texte en bouche, c'est un personnage qui ne vit pas. Donc moi, pour avoir une impression juste de ce que ça va donner après, obligatoirement, j'ai besoin du texte pour voir si les expressions des personnages collent bien avec ce qu'ils sont en train de dire. Les petits personnages de papier ont une fâcheuse tendance à ne pas exister quand il n'y a pas de texte. Qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée? C'est une succession d'images fixes. Et qu'y a-t-il entre deux images côte à côte? Donc, c'est la gestion de ce qu'il y a entre les cases qui fait la spécificité, je dirais, de l'évolution de la lecture d'une bande dessinée. Moi, je crois que j'ai lu un seul manga dans ma vie qui m'avait été fortement conseillé par un éditeur. Et c'était une histoire tout à fait familiale où Monsieur Yamamoto rentre du bureau. Première image. « Bonjour ma chérie, c'est moi. » Deuxième image, l'épouse se retourne. « Ah, la journée était bonne. » Troisième image, si il dépose sa mallette. « Oui, oui, certainement. Tout va bien. » Quatrième image. « Oh, certainement. Les enfants te demandent. » Et on met 3 pages. Je veux bien qu'elles sont plus petites dans les mangas. On met 3 pages pour que nous mettrions en 2 images. Il y a des films qui t'inspirent? Il y a des moments où tu regardes une poursuite en voiture à la télé pour t'inspirer de plans ou d'idées? Non, pas vraiment. Parce que les plans au cinéma sont beaucoup plus saccadés, beaucoup plus nombreux dans une poursuite. Donc, il y a une grosse différence de cadrage et de fréquence d'images différentes entre le cinéma et la bande dessinée. En fait, moins on en met en BD, plus l'action est rapide. Et plus on multiplie les images, plus on fait traîner la vitesse. Pourtant, c'est quand même pas mal découpé. Et on a quand même cette sensation de vitesse. Disons que la vitesse provient du fait de la grande diversité des plans.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux plans qui se ressemblent. Et comme le mouvement en bande dessinée se passe dans le blanc intericonique, parce que c'est entre deux images fixes que le temps s'écoule, moins il y a de blanc intericonique, plus le temps passe vite. Philippe Franck, pour moi, c'est un véritable maniaco-expressif. Il a un formidable sens du cadrage, un formidable sens de l'angle de prise de vue. Il est capable, et il n'y en a pas beaucoup qui le sont, de faire un gros plan d'un personnage et sans un mot de texte, faire sentir ce que ressent le personnage. Parce que c'est uniquement dans un mouvement de l'œil, un léger mouvement de la bouche, et lui il le fait formidablement bien. Donc je peux en abuser. Ça me permet de véhiculer une série d'émotions qui passent dans la tête du personnage sans qu'il soit nécessaire à la Blake et Mortimer de mettre un pavé de texte en disant « et il ressent fortement la désillusion face à l'épreuve qu'il vient de subir, de vivre, etc. » Je fais une proposition de découpage en petites vignettes, mais je le fais surtout pour lui montrer que là je prévois une scène large et là je prévois une scène étroite. Et dans une scène étroite, je ne vais pas évidemment mettre 45 personnages. Si on devait mettre en dessin ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire quelques personnes, une caméra dans un bureau, montrer ce qu'on filme, je ne peux pas le faire dans une vignette étroite. Je prendrai forcément une vignette là. Il le suit, ne le suit pas. En fait, ça lui sert de point de départ de réflexion. Alors dans le scénario, normalement, Largo projetait la dame par terre, plongeait sur elle, la renversait par terre pour éviter la voiture qui passe. Et là aussi, c'est un truc qu'on ne peut pas faire. Bon, ça marche bien en écriture, ça marche bien dans le scénario. Dans un roman, ça marcherait très bien. Le problème, c'est qu'il fallait voir et le chinois, l'identifier dans la voiture, et voir Largo, et voir la dame. Et il y a aussi des trucs à quoi on ne pense pas quand on choisit de dessiner la scène avec une Smart. C'est que dans le scénario, Largo saute à la manière de Belmondo dans la voiture, par le toit ouvert, donc sans ouvrir la porte. Et le problème, quand on saute dans une Smart de cette manière-là, si on passe par le côté conducteur, on se retrouve à la place passager. Donc j'ai dû le faire rentrer dans le côté passager pour qu'il se retrouve place conducteur. Dans le scénario, cette page-là, elle est conçue pour être dessinée en 7 images. Mais vu déjà le nombre de détails, la foule, les voitures, celles en stationnement, les bateaux, je savais que j'allais avoir une page très chargée en traits, très fatigante à regarder en fait. Donc j'ai choisi d'éliminer 2 images de cette page et d'en garder l'essence de mon impression à Saint-Tropez et de celle que Jean en avait dans le scénario, comme il me l'a décrit. C'est-à-dire les voitures qui passent à travers la foule pour montrer qu'il y a du monde, le marin d'eau douce ou milliardaire sur son yacht en train de boire le café, avec les véhicules. Alors bon, on a évidemment cette ligne de force ici, qui est accentuée évidemment par les mâts des bateaux. Cette image-ci qui nous arrive de face, celle-ci aussi, bon, elle se lise d'une manière classique. Les voitures qui arrivent de là, qui tournent et qui repartent vers le phare, qui est le point d'indication pour le lecteur à la page suivante.
Chaque page d'un album de BD doit, rien que dans sa mise en page, être déjà agréable à l'œil. Sinon une œuvre d'art, en tout cas une œuvre d'art appliquée. Je vois assez ce que certains auteurs, surtout parmi les jeunes, vous font des découpages complètement torturés, des images de travers, des inserts au mieux. La lecture devient difficile. Il faut que la lecture du dessin soit facile. Le sens de la lecture, en principe, bon, il est simple. Hein, et d'abord, il se voit, on a ici un mouvement qui mène à ce phare, et puis un renvoi de direction. La voiture va naturellement à peu près à la même hauteur dans l'image à côté, se dirige vers cette gerbe d'écume. Celle de l'argot et cette espèce de courbe, tout y mène en fait à cette gerbe d'écume. Et puis alors bon, ben, le fait que l'argot soit dirigé dans ce sens-là, il nous amène à celle-ci. Et le fait d'avoir renversé, parce que c'était un dessin que j'avais fait dans l'autre sens au départ, l'argot nageait dans l'autre sens, mais le fait d'avoir ici une diagonale comme ceci, permet au lecteur d'abord de bloquer la fin du strip et de renvoyer du côté gauche la lecture. C'est un truc qu'on fait souvent en bande dessinée, on bloque la fin d'un strip par une masse sombre, un encombrement, la direction d'un personnage dans son regard ou dans tout le buste pour renvoyer du côté gauche pour que la lecture se poursuive dans le strip du dessous. Et ici, dans la petite bande, il y a évidemment de nouveau une petite diagonale qui mène à l'image de fin. Non, ça c'est des photos que j'aimais bien. Quand je les ai prises en Hong, je me suis dit il faudra absolument que je les dessine. Et puis je voyais pas trop comment les caser dans l'histoire. Et Jean m'en a donné l'occasion, en fait sur une phrase. Il y a l'argot qui dit à un certain moment « Je ne sais même pas où j'étais emmené ». Et pour répondre à cette interrogation, je me suis dit graphiquement, ce serait intéressant de mettre un plan de la ville hyper complexe. Et c'est quelques photos que j'ai prises à Hong Kong où on voit toutes ces passerelles d'autoroute, les petites passerelles pour les piétons, les buildings qui s'insèrent là entre cette circulation. Ça me semblait important de montrer la complexité de la ville. J'ai un souci en fait au niveau de la lecture. C'est que j'ai l'habitude de commencer par une grande image comme ceci, mais du côté gauche. Donc, quand on a une grande image côté gauche, on la lit de haut en bas, et après évidemment on va passer sur les 3 ou 4, ou peut-être les 2 qui sont à côté. Mais ici c'est l'inverse. On a une petite image ici qui succède à une autre plus bas. Et le problème, c'est que je ne veux pas que le lecteur lise celle-ci et passe à celle-là après. D'un autre côté, je ne pouvais pas non plus concentrer tout le texte en bas, parce que ça marche. Enfin, ça aurait été bizarre.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un blanc hétériconique un peu plus épais ici, et mettre ce texte qui est là, ici en dessous. Comme ça, le lecteur va commencer, évidemment, il commence toujours en haut à gauche. Il va commencer à lire là, il va passer à ce texte-là, et comme l'espace ici sera plus petit que celui-là, il va descendre naturellement, et ensuite il passera à ce texte-ci, pour rejoindre le strip du bas. Pour une image comme ça, c'est... Il y a certainement 2 jours de crayonné. Et puis il faut compter 2 à 3 jours pour l'ancrage. Bah, comme pour celle-ci, hein, c'est une image qui m'a pris pas mal de temps. Il y a une semaine de travail sur cette image-là. Je m'arrange toujours que sur les pages impaires, donc, il y ait une espèce de chute ou une envie, effectivement, de tourner la page, de ne pas abandonner à ce moment-là. Quand j'étais ado, que je lisais le journal Tintin, la dernière image, c'était, il ouvre une porte et il fait « Ah !» Bon. Moi, je déplace, c'est-à-dire, il ouvre la porte et il voit la chose qui l'effraie. Parce que le « Ah !» et si une semaine après, c'est un chat qui passe, ça vaut franchement pas la peine. Donc, je vois la chose, hein, qui est l'araignée géante qui se trouve en travers du couloir, prête à le dévorer. Donc, l'intérêt ici n'est plus ce faux suspense qui consiste à dire « Ah !» et puis on tourne la page, rien. Non, c'est, il y a l'araignée géante, c'est comment va-t-il s'en sortir? C'est pas le dessin qui va créer l'émotion, c'est ce que vit le personnage. Ça n'est pas dans l'argot Winch, mais imaginons la scène classique où une femme apprend qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez montrer le médecin qui dit « Madame, vous ne pourrez plus avoir d'enfant ». Non, vous allez montrer la personne qui reçoit la nouvelle avec la voix off, ou, enfin en tout cas en BD, la voix off du médecin qui lui dit « Vous ne pourrez plus avoir d'enfant ». Pourquoi? Parce que c'est elle qui reçoit cette information. Et alors il y a un type de dessin que j'aime toujours beaucoup, et j'en abuse un peu, je reconnais, c'est le personnage de dos. On le voit de dos regardant par une fenêtre, et on se dit « Il a encaissé l'information, il est en train de la digérer ». Et pourquoi le montrer de dos? Parce que précisément, il tourne le dos au lecteur, au spectateur, pour digérer cette nouvelle dans son intimité. Et le lecteur a envie de faire le tour pour voir la tête qu'il a, mais ça ressemble à des trucs, mais ça fonctionne. J'ai une nouvelle image qui vient de m'envoyer, où apparaît un nouveau personnage qui est Madame Chou.
Alors, Madame Chou est un personnage qu'on verra peu, mais qui est très important dans l'histoire. C'est, je dirais, la gouvernante du méchant, Madame Chou, donc exactement comme je la voyais, avenante, séduisante, mais en principe, elle est toute petite. Oui, la voilà, là. Là, on a l'Argot, là, on a Madame Chou, donc elle a 2 têtes et demie de moins que lui. Il m'a donné aussi une séquence où apparaît une Hollandaise que j'avais décrite dans le scénario comme pulpeuse. Il m'a mis une grande maigre. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi il m'a mis une grande maigre. Donc je vais lui poser la question. Oui, Philippe. Jean. Bon, ben, maintenant j'ai eu le temps de regarder tes petits dessins. Bon, ben écoute, pour la couverture, là j'ai rien à dire. Pour la couleur, on en a déjà parlé. Pour la pulpeuse hollandaise, donc on ne sera pas dans le cliché de la blonde hollandaise au sein blanc laiteuse et généreux. Non, mais j'essaye un peu d'éviter les clichés. Je crois qu'on les a déjà tous utilisés. Un dessinateur de BD, en général, passe de nombreuses années à mettre un ancrage au point. L'ancrage, c'est du repassage. On repasse sur les traits, on essaye de les synthétiser parce que le crayon est toujours beaucoup plus riche dans la quantité de traits qu'on y a mis. Il y a des repentirs, il y a des traits qui n'avaient pas d'importance mais qui sont sous-jacents, plus faibles. Et le but de l'ancrage, c'est de clarifier tout ça, tout ce crayonné, le clarifier et d'essayer quand même, dans la mesure du possible, de ne pas perdre la sensibilité du dessin. Faire que les personnages restent malgré tout vivants et pas figés dans une espèce de trait de contour qui les rendrait moins vivants. Il faut que je repense à ce qu'il y a en dessous du trait, c'est-à-dire aux formes, au volume. Les orientaux diraient, quand on dessine un arbre, il faut devenir arbre pour bien le comprendre, pour percevoir son écorce ou ses feuilles ou ses branches. À l'ancrage, il ne faut pas simplement se contenter d'un repassage mécanique des traits crayons avec l'encre. Il faut réinterpréter le dessin. Sinon, on obtient quelque chose de plat. Et ça peut arriver avec la fatigue ou un manque de concentration. On peut foutre un dessin en l'air simplement en n'étant pas attentif. Bon, l'hôtel s'appelle le Blue Lotus et c'est un hôtel vraiment très luxueux, donc il faut qu'on sente tout le côté propre et clinquant du machin. Là, c'est 2 jours.
Oui, c'est de jour dehors. Ok. Et là, c'est une lumière d'ascenseur. D'accord, ouais. Avec du marbre. Ouais. Et un éclairage qui tombe vertical, quoi. La couleur chez moi, elle change en fonction des lieux. C'est un indicateur géographique pour le lecteur. Et j'essaye toujours de ne pas mélanger des dominantes de teinte entre deux lieux géographiques différents. Il faut que l'un et l'autre soient très distinctement identifiables au premier coup d'œil. Il y a d'autres auteurs qui vont donner une espèce de camailleux d'une couleur générale à tout un album. Bon, c'est une démarche qui est très, très belle et très, très artistique. Mais moi, j'aime bien l'efficacité de ce changement pour la simplification de la lecture. Ce qui saute aux yeux dans cette image, c'est qu'il y a d'abord énormément de blanc, énormément de taches lumineuses, si bien que le regard a du mal à aller se poser quelque part. C'est-à-dire qu'il va d'abord se fourvoyer un peu dans ce fond, en essayant de comprendre la structure de la roche pour arriver à l'argot. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est qu'au premier coup d'œil, on tombe sur l'argot. Donc j'ai demandé à Fred de m'éteindre tout ça et de m'assourdir ces rochers par une ombre et de me laisser deux crêtes blanches éclairées par le soleil. Il y a eu une page où on a eu beaucoup de difficultés parce qu'on a 3 lieux différents et notre problème principal, c'est que entre l'ambiance colorée du loft de Simon et l'ambiance de la boîte de nuit ici en dessous, il fallait vraiment qu'on ait des couleurs très différentes. Mais elle est bien cette image. Marilyn est très fraîche. On a envie de la manger. Après, il y a des façons de mettre la couleur. Par exemple, sur l'argot, en général, les lumières viennent du dessous. C'est-à-dire, même si tu as un beau soleil qui est au-dessus, il faut toujours se débrouiller pour que la lumière vienne du dessous, pour qu'en fin de compte, les ombres et les lumières ne créent pas des volumes un peu approximatifs dans le visage. Donc tu as toujours une lumière qui vient du dessous, et quand elle ne peut pas venir du dessous, elle vient du côté, pour avoir juste une petite face, une petite partie du visage éclairée, et sur les fringues aussi, pour que la lecture du visage soit ultra simplifiée en fait. Par contre, faire des variations de couleurs, pas mettre la même couleur pour que ça soit la même chose, c'est un truc que j'avais jamais fait avant. Et sur la deuxième planche que j'ai faite avec Philippe, on voyait Simon, planche 3. Simon, je crois que c'est planche 3, oui, en boîte de nuit, il a une chemise mauve. Donc moi, évidemment, au début, chemise mauve, je mettais la même couleur à chaque fois. Et lui m'a dit, mais c'est horrible. C'est horrible, il faut... La deuxième case, tu changes la couleur de la chemise par rapport à la première. La troisième, il faut que ça change par rapport à la deuxième, etc. etc. Donc j'ai fait ces modifications, mais en n'étant vraiment pas convaincu, quoi. Vraiment pas convaincu. Et une fois que j'ai eu fini, en comparant les deux, tu avais une planche qui était jolie, qui avait un ensemble et tout, et tu as une autre qui était immonde parce que tu avais des taches de la même couleur partout sur la planche et on voyait plus que ça, quoi. La couleur de l'air en bande dessinée est très importante. En fait, c'est un contraste qu'on a entre une image qui est en noir et blanc où le manque de détails dans une image est remplacé par du blanc. C'est-à-dire que quand je n'y mets pas de trait noir, c'est du blanc, c'est-à-dire c'est du vide, il n'y a rien. Et à la couleur, en une fois, on est obligé d'y mettre une teinte. Et souvent, les coloristes ont l'impression qu'en y mettant une teinte foncée, ils vont combler ce vide. Or, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'à la couleur, il faut y mettre une couleur claire. Parce que la couleur claire, c'est un peu comme si c'était une surexposition et que le détail se fond et disparaît dans l'arrière-plan. Mais si on y met une couleur foncée, c'est comme si on y mettait un mur. Donc l'espace, au lieu d'être infini derrière, il devient fini. Dans le même esprit, je lui ai demandé aussi, pour cette image
remplacé par des couleurs très chaudes qui donnent une espèce de vibration à l'espace, à l'air qu'il y a derrière les personnages, alors qu'ici on a une espèce de chape de plomb dans cet arrière-plan qui... On a l'impression qu'il est fini, tandis que là ça laisse l'espace ouvert derrière. L'œil a tendance à aller chercher directement ce que le point différent dans une image. L'œil va aller chercher la différence. Et si la différence est évidente, il ne cherche pas dans l'image ce qu'il y a à voir. Il y va naturellement. Et donc cette différence, elle est provoquée par l'importance des contrastes des teintes, et des couleurs froides et des couleurs chaudes. On travaille sur cette différence de contraste et cette différence de température de couleur. L'argot a envahi ma vie. On ne travaille pas impunément pendant une aussi longue durée sur un personnage sans en être un petit peu influencé d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on se dit le pauvre, ça fait 20 ans ou ça fait 15 ans qu'il dessine l'argot, il doit en avoir marre. Mais à chaque nouvel album, c'est une pièce de puzzle supplémentaire qui se rajoute, et c'est là où on trouve du plaisir à travailler sur une série comme ça depuis autant d'années. On pourrait se dire pourquoi venir à l'imprimerie, ça paraît l'aboutissement final et il n'y aura plus vraiment de travail de création à l'imprimerie. En fait, c'est parce que je sais que je vais pouvoir encore influer sur différentes choses, sur les couleurs notamment, sur leur densité, sur certaines couleurs de décor, plus jaunes, plus bleus, plus rouges, parce que au final, c'est ce que les gens auront sous les yeux. On peut rajouter du jaune ici sur la totalité de la largeur. Après tous ces mois passés sur l'élaboration d'un bouquin, on se sent vraiment léger, déchargé d'un gros poids qu'on a traîné pendant ces 12 mois de travail. C'est une libération. J'ai façonné le personnage que Jean a créé un jour et qui m'a confié pour le faire vivre graphiquement. C'est sûr que j'y ai mis énormément de ce que je suis. Ne fût-ce que dans toutes les attitudes que l'argot a dans les images, ce sont des attitudes à moi, puisque c'est moi qui me prête au jeu devant un miroir pour me dessiner. Donc c'est sûr qu'il y a énormément de petites caractéristiques comme ça qui transpirent à travers le personnage de l'argot.
Mais c'est vrai que de dessiner ce personnage et de rentrer dans ce monde un peu particulier a changé aussi ma vie à moi. Et j'ai été amené à faire des choses que je n'aurais peut-être jamais faites si je n'avais pas dessiné cette série. Je crois que Largo, dans l'esprit de Jean, est un personnage malgré tout malheureux, encombré par son groupe. Peut-être que le lecteur n'en a pas cette perception, mais c'est un personnage qui ne réalisera jamais la vie, lui, qui l'avait rêvé. Ça fait rêver des millions, enfin des milliers de personnes, mais le personnage de Largo est un personnage intérieurement triste, à cause de cette responsabilité qu'un jour son père adoptif lui a léguée. Mon père m'avait donné un bouquin, recueil de contes de Kipling, qui s'appelle en français « Histoire comme ça ». Et l'un de ces contes, c'était « Le chat qui s'en va tout seul ». C'est l'histoire d'un chat qui rencontre divers personnages, animaux, humains, et chaque fois qu'il essaie de l'apprivoiser, et il dit, un peu comme dans la fable de La Fontaine, le loup et le chien, il dit « Non, 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 je ne veux pas de collier, je suis le chat qui s'en va tout seul ». Et j'étais resté avec cette image qui m'avait fort impressionné, tant par le dessin que par ce principe, cette espèce de fable philosophique. Je préfère être libre et être seul plutôt qu'être entouré, gâté et ne plus être libre de mes mouvements. Je suis le chat qui s'en va tout seul. Et je trouvais que ça correspondait bien à l'image de Largo qui est sollicité par énormément de gens, mais qui préfère rester seul face à son destin.
Alors Largo, combien vaux-tu à présent? 15 milliards de dollars? 20 milliards? Pas mal pour un petit orphelin yougoslave, tu ne trouves pas? Je suppose que ça t'amuse de jouer au redresseur de tort en rendant ta justice personnelle. Et j'admets que jusqu'à présent, ça ne t'a pas trop mal réussi. Tu as eu de la chance, beaucoup de chance. Mais à ce jeu-là, tu n'es encore qu'un amateur, mon garçon. Bientôt, tu auras en face de toi des adversaires autrement plus redoutables que ceux dont tu as triomphé jusqu'à présent. Des prédateurs nés qui ne s'embarrassent d'aucune loi ni d'aucun sentiment.